Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes du point de vue de la sociologie politique. Si je prends des critères machiavéliens plutôt que ceux tirés de Paul Ricoeur, en termes de logique compétitive, on peut dire que Emmanuel Macron a réussi, contre pratiquement tous les pronostics, non seulement à imposer sa candidature, mais à créer des conditions qui ont conduit à sa victoire, et ce qui paraissait encore plus étonnant pour les observateurs, à réussir à avoir une majorité et à mettre en œuvre une logique typiquement Ve République. Donc, en termes de démocratie compétitive, en termes strictement machiavéliens, il y a là une réussite qui sera souvent analysée dans les instituts d'études politiques en France et à l'étranger pendant longtemps. Par contre, si mon critère n'est pas celui de Machiavel, mais celui de Paul Ricoeur, ou celui de la qualité démocratique, pour prendre un terme cher au pacte civique, là, le jugement s'avérera beaucoup plus nuancé. Oui, il y en a un certain nombre. Par exemple, le fait que nous avons de plus en plus une parité dans les instances gouvernementales, ce qui vient de plus loin qu'Emmanuel Macron, mais qui l'a poursuivi, la façon dont il a pris en charge de façon réactive la question du harcèlement sexuel, qui était positive, la loi de moralisation sur la vie publique, qui n'est pas spécifique à Emmanuel Macron, parce que cette loi, on peut presque l'appeler la loi Fillon, parce que pour l'essentiel, c'est essentiellement le parcours chaotique de François Fillon qui a obligé la démocratie française à se poser cette question de la moralisation, mais malgré tout, il l'a fait. Donc il y a un certain nombre d'éléments de ce type qui sont positifs, mais au regard de la promesse de renouveau démocratique, d'une démocratie mûre, c'est par rapport à cette promesse que ces éléments, certes positifs, restent à mon sens très loin du compte. Alors précisément, si on interroge la pratique proprement démocratique, c'est le terrain par excellence sur lequel on peut dire qu'il y avait une promesse qui était importante, parce que Emmanuel Macron jouait le rôle, mais il n'était pas le seul dans ce cas-là, de barrage par rapport à Marine Le Pen, mais ça, c'était pas une promesse, c'était plutôt de l'ordre de la survie même du système démocratique, mais sur le plan positif, il exprimait la nécessité d'un renouveau profond des mœurs politiques, d'une autre pratique de la démocratie, et il l'avait lui-même en partie théorisé dans un article paru dans la revue Esprit en 2012, autour du thème de ce qu'il appelait une démocratie mature, et une démocratie qui était aussi capable d'intégrer la vision du long terme dans sa perspective. Or, sur ce terrain-là, où là il y avait une vraie promesse et une vraie attente, nous sommes hélas loin du compte. Je dis hélas parce que, comme beaucoup, je pense que notre pays, et au-delà de notre pays, l'Europe, et plus généralement le monde entier, a besoin d'une mutation qualitative de nos démocraties, et que les formes actuelles de la démocratie purement compétitive et délégative sont arrivées à un tel degré d'épuisement qu'on assiste à des régressions majeures dont l'émergence de ce que Pierre Asner a appelé les démocratures est un élément gravissime, et l'élection de Donald Trump, le Brexit, le fait que des systèmes européens tels que la Pologne ou la Hongrie soient de plus en plus dans des régimes autoritaires en est une manifestation. Donc là, l'enjeu, la promesse était considérable sur ce terrain. Or, force est de reconnaître que sur ce terrain,
autant les critères machiavéliens sont réunis et Emmanuel Macron s'est révélé un tacticien hors pair dans la façon de prendre le pouvoir, et il a un art consommé d'utiliser pleinement la logique de la Ve République. Autant sur le terrain de cette mutation qualitative de la démocratie, nous sommes loin du compte. Si je prends par exemple ce que certains de ses amis proches, comme Jean-Paul Delevoye, ont beaucoup défendu, tel que le fait qu'il fallait que la République en marche ne joue pas le rôle d'un parti hégémonique, mais soit pleinement un lieu de débat, que, y compris l'argent public considérable récupéré par la République en marche, ne serve pas simplement à organiser un parti sur un mode classique, mais puisse au contraire servir de vivier à une forme de laboratoire d'expérimentation démocratique. On est très loin du compte. Emmanuel Macron s'était fait connaître à juste titre au moment de sa candidature en disant qu'il était insupportable, par exemple, qu'au moment des projets de loi, que l'étiquetage politique classique et simplificateur empêche des acteurs qui étaient prêts à travailler ensemble le fassent. Aujourd'hui, les consignes qui sont données aux députés de la République En Marche sont exactement les mêmes que les consignes partidaires classiques des blocs majoritaires au sein de la Ve République. La pratique du système présidentiel, elle est totale. On est beaucoup plus dans la version jupitérienne du pouvoir que dans la version de la démocratie mature qu'évoquait Emmanuel Macron dans son article. Et alors on peut dire, et c'est vrai, que l'expérience du pouvoir est toujours difficile, que les choses vont toujours plus lentement, et que donc cette promesse qui n'a pas encore été tenue, y compris celle de la Chambre du futur par exemple, sera tenue demain. Mais je constate que sur d'autres sujets, Emmanuel Macron est capable d'aller très vite et très fort. Le problème, c'est qu'il a été très vite et très fort sur des sujets qui sont, à mon avis, hautement discutable. La suppression de l'impôt sur la fortune, qui a envoyé un message extrêmement clair du côté de l'aggravation des inégalités qui sont déjà tout à fait considérables, la réduction de l'APL pour les étudiants, la modalité de cet énorme chantier qui est le nouveau pacte social, dont la loi travail n'est que le lever de rideau et qui supposerait là une intense pratique d'intelligence collective et de délibération démocratique, et évidemment avec les ordonnances, ça n'a pas été le cas. Et puis si je prends d'autres sujets cruciaux, tels que le sujet des migrants, par exemple, sur lequel la pratique actuelle du gouvernement est, à mon avis, hélas, extrêmement régressive, et où il faudrait au contraire avoir un grand débat démocratique, une démocratie mûre qui permet au peuple français de sortir de ces logiques de peur et de repli identitaire, on assiste au contraire à une présidence et un gouvernement qui surfent sur ces peurs pour avoir des logiques régressives qui sont alors là pour le coup aux antipodes de ce que quelqu'un que Paul Ricoeur aurait beaucoup aimé, qui est le pape François, ne cesse de dire par ailleurs et a encore redit récemment dans ses vœux de Noël. Précisément, c'est d'ailleurs ce que non seulement le pacte civique, mais bien d'autres mouvements et réseaux citoyens
qui avait pris comme point commun l'enjeu d'une réappropriation citoyenne du politique et d'une nécessaire mutation qualitative de la démocratie, c'est le fait de dire nous ne pouvons plus fonctionner avec des systèmes dont l'intelligence politique est très faible. La démocratie de compétition et de pure délégation, parce que ce que nous avons, ce n'est même pas une démocratie de représentation, parce que pour qu'il y ait représentation, encore faut-il qu'il y ait un fort degré de participation. Donc ce que nous avons, c'est une démocratie purement délégative qui, tous les 5 ans, par exemple, donne un chèque quasiment en blanc, en plus dans le système français, comme le rappelait Edmond Maire dans les années 70, nous sommes quasiment en monarchie nucléaire. Donc, dans cette situation-là, on a une très faible qualité délibérative, une très faible capacité d'intelligence politique et une très faible capacité à traiter un certain nombre de grands sujets complexes qui ne peuvent pas être traités sur un mode binaire. Et donc cette mutation de la démocratie de compétition et de délégation à une démocratie qui est marquée par de la qualité délibérative et de la qualité participative, c'est ça ce qui permettrait de revivifier la démocratie. Et de ce point de vue-là, il faudrait appliquer ce que Emmanuel Macron dit, en tout cas dans une partie de son article d'Esprit de 2012, sur la nécessité d'une démocratie mature, c'est-à-dire une démocratie qui fait grandir un peuple dans sa qualité d'intelligence, mais aussi dans sa qualité émotionnelle. On sait bien que nous sommes dans des périodes historiques où les peurs et les logiques de repli sont forcément très importantes. Le rôle de responsable dans des situations de ce type, c'est à l'inverse de leaders régressifs de type Trump aux États-Unis ou Orban ou des présidents qui sont même carrément meurtriers comme le président philippin qui instrumente ces peurs pour accompagner des logiques régressives, c'est de faire l'inverse. C'est au contraire de créer une situation telle que le peuple lui-même monte en qualité de citoyenneté, en qualité d'intelligence collective et en qualité de maturité émotionnelle. Et ça, d'une certaine façon, Emmanuel Macron aurait la possibilité de le faire. Et il aurait aussi la possibilité, s'il laissait le mouvement dont il est le créateur, La République en marche, être un véritable laboratoire de cette intelligence démocratique, sortir de la logique de démocratie de compétition, parce qu'effectivement, on voit bien que c'est en n'ayant pas des logiques d'affrontement, de fronde, qu'on peut avancer dans le processus démocratique, mais qui fait que sur des questions aussi fondamentales que l'avenir du pacte social, que l'avenir d'enjeux tels que les migrations, que l'avenir de mutations liées à la révolution numérique, on a besoin, là, d'avoir une intense qualité démocratique. Et malheureusement, nous sommes loin du compte dans ce processus de revivification qui est par ailleurs nécessaire. La démocratie a d'autant plus un avenir que plus les mutations technologiques que nous vivons conduisent, ce qui est un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité, à reposer la question « qu'allons-nous faire de notre espèce ?» Nous sommes à un moment clé de l'histoire de l'humanité où, d'un côté, on peut dire que les questions écologiques convergent autour de la question « qu'allons-nous faire de notre planète ?» et à travers d'autres grandes mutations, c'est toute la question qui est notamment posée par des courants comme le transhumanisme, comme l'augmenté, qui est « qu'allons-nous faire de notre espèce ?» Or, nous ne pouvons aborder ces questions qu'avec un grand retour de la qualité éthique et du discernement. Plus nous sommes en présence de choix dont l'importance est considérable,
par exemple, que faire non seulement de la révolution numérique proprement dit, mais plus encore de celle qui vient et qui sera plus importante, qui est celle des biotechnologies, et qui va donner la possibilité à l'espèce humaine de muter elle-même, qu'allons-nous faire de notre espèce, et plus la grande question qui était déjà présente dans les philosophes politiques d'il y a plus de 2000 ans, comme la question que posait Platon dans la République sur le lien entre gouvernance et sagesse, vont devenir déterminantes. Donc la qualité de discernement, la qualité de délibération va être plus que jamais nécessaire, sinon nous allons effectivement tout droit vers le monde que craignait Orwell dans 1984, avec une prise de pouvoir par les algorithmes, avec des formes de pilotage automatique de nos sociétés et qui déboucheront sur des régressions tout à fait considérables pour l'espèce humaine. Alors que nous avons au contraire la possibilité de mettre ces mutations technologiques au service de cette qualité démocratique, au service de cette intelligence collective. Il faut prendre au mot le fait que, par exemple, des réseaux sociaux comme Facebook se soient constitués sur le thème de l'amitié. Eh bien, il faut dire chiche à l'amitié. Passer de la politique de l'inimitié à ce que Jacques Derrida avait appelé la politique de l'amitié, ça, on peut avoir un bon usage des réseaux sociaux dans cette perspective, mais à condition de couper les réseaux sociaux soit de l'univers purement marchand, la façon dont Facebook est maintenant rentré dans le cercle des GAFAM et participe d'une logique purement boursière, est totalement contradictoire avec ce qui a permis son succès sur le terrain de l'amitié. Et puis, développer une amitié, c'est développer au contraire une qualité de débat avec des acteurs qui sont dans des positions différentes. Or, à partir du moment où on constitue des bulles qui vont être d'autant plus tentés par des replis identitaires sur le plan des réseaux sociaux, qui seront les répliques des replis identitaires sur le plan des formes communautaristes, eh bien, on ne sert pas du tout une politique de l'amitié. Oui, bien sûr, ben c'est à la fois un message de regret, parce que je ne peux pas être présent physiquement, j'avais un engagement pris depuis longtemps à Lille, mais aussi un message d'amitié et d'appui, parce que je pense que le pacte civique est un lieu décisif justement dans cette perspective de mutation qualitative de la démocratie. L'Observatoire de la qualité démocratique en est un bon exemple, et précisément parce que la société politique traditionnelle n'arrive pas à opérer sa propre mutation, nous avons besoin que des acteurs tels le pacte civique puissent jouer ce rôle, et j'aurais été d'autant plus heureux d'être présent physiquement avec vous, y compris pour la partie d'échange et de débat, et pas simplement pour la partie de ma propre intervention. Mais il y aura bien entendu d'autres occasions pour opérer ces rencontres.